Monsieur le Président, mes colonels, messieurs les officiers et les sous-officiers, mesdames et messieurs, chers camarades, bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Monsieur Niel, vice-président et directeur de la stratégie du groupe l'Iliade, et Monsieur Lombardini, son directeur général. L'amphi se déroulera en 2 temps. Dans un premier temps, Monsieur Niel abordera le thème de la téléphonie en nous expliquant comment créer une offre attractive dans le secteur des télécommunications. À l'issue de cette conférence, vous serez libre de poser toutes les questions que vous jugerez nécessaires afin d'éclaircir certains points et afin que vous puissiez sortir en vous disant « J'ai vu le PDG de Free et j'ai tout compris ». Avant de céder la parole à Monsieur Niel, je vais vous présenter son parcours. Né en 1967, Monsieur Niel est à 45 ans une figure majeure du paysage des télécommunications françaises. Dès 1984, il s'intéresse au Minitel à travers des services de Minitel Rose. En 1990, M. Niel rachète un éditeur de services de Minitel Rose, Fermic Multimédia, qui deviendra le groupe Iliad, dont il est toujours aujourd'hui l'actionnaire majoritaire. M. Niel est aujourd'hui vice-président et directeur de la stratégie du groupe Iliad, maison mère de l'opérateur Free. En 2002, il crée le concept révolutionnaire de box avec la Freebox. En 2012, il lance l'offre de téléphonie Free Mobile avec des forfaits allant de 2 à 20 €, avec notamment une stratégie marketing audacieuse dont il nous parlera peut-être plus tard. Entre 2011 et 2012, M. Niel est membre du Conseil national du numérique, mais il est également présent dans d'autres secteurs d'activité et devient dès 2009-2010 un investisseur notable. Il rachète avec d'autres investisseurs les droits des chansons de Claude François en 2009. Il investit également dans plusieurs start-up liées à l'information en ligne, comme Mediapart et Backchiche, la technologie, Atem, et la musique, Deezer. Il prend également le contrôle du groupe Le Monde en 2010, avec Pierre Berger et Mathieu Pigasse, par le biais d'une recapitalisation du groupe. Toujours en 2010, M. Niel commence à investir massivement dans des start-up. Il devient business angel en s'intéressant à jusqu'à 150 start-up par an, via le fonds d'investissement Kima Ventures, créé en 2010. En 2013, il ouvre l'école 42, qui offre une formation gratuite en programmation à des jeunes de 18 à 30 ans. Il est le patron préféré des Français d'après Le Point. Le magazine GQ le nomme homme le plus influent de 2010 à 2012. Monsieur Niel, après cette brève introduction, je vous cède respectueusement la parole. Merci. Merci, et j'aimerais vous remercier parce qu'en étant né en 1967, me donner 45 ans, c'est vraiment très gentil. Non, mais attendez. Il faut remarquer la courtoisie de votre collègue. Enfin, en tout cas, elle me fait plaisir et je vous en remercie. Je vais vous faire une présentation un peu formelle de quelque chose qui est Free et en fait comment fonctionne Free aujourd'hui. Mais très rapidement, j'aimerais qu'on passe sur des questions-réponses sur les sujets que vous pouvez faire. J'ai vu que certains ont souri quand on vous a dit que j'avais racheté les droits des chansons de Claude François. En fait, il y a une chanson de Claude François, excusez-moi, on est complètement à côté, mais il y a une chanson de Claude François qui est super, qui est un des plus gros tubes mondiaux, qui est My Way. Alors, vous voyez qu'en France, on sait faire des succès mondiaux. Donc, c'est pas tout de suite, c'était il y a quelques dizaines d'années, mais il y a un succès mondial qui est la chanson la plus jouée dans le monde, qui est My Way. Et avec quelques amis, on a racheté les droits qui appartenaient aux héritiers de Claude François. Mais bon, mon vrai métier, et le seul que je pratique vraiment toute la journée, c'est Free. Alors Free, c'est un opérateur de télécommunications, vous connaissez. Ça appartient à un groupe qui s'appelle le groupe Iliad, donc le slide est au nom d'Iliad, et on y a appliqué, ou on a essayé d'y inventer notre métier d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on est parti d'une feuille blanche, et plutôt que de créer un opérateur comme les autres opérateurs, on s'est dit comment on peut essayer de faire quelque chose d'idéal. L'histoire à la base de Free, c'est qu'en 1999, on a la dérégulation des télécoms dans ce pays, et avec quelques copains avec qui on a plutôt bien réussi notre vie dans ces métiers. Moi, j'avais créé le premier fournisseur d'accès à Internet en 1993 ou 1994 avec déjà des amis. On s'est dit comment on peut créer l'opérateur idéal, comment on peut créer une société qui soit opérateur Internet et auprès de laquelle on ait envie de s'abonner, à laquelle on ait envie de donner de l'argent et que l'on ait envie d'avoir chez soi. Et c'est comme ça qu'a été créé Free. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on est? Une quinzaine d'années après,
On est donc le deuxième opérateur de télécommunications fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un lien qui vous relie chez vous, c'est ça un opérateur de télécommunications fixe. On est le deuxième en France, grâce à une invention, on va en parler après, qui est la notion de box, et que vous aviez cité, qui est la notion de box, on y reviendra. Et on est le quatrième opérateur de téléphonie mobile, encore, je pense, pour quelques jours. Je pense qu'on va rapidement devenir le troisième. Bon, on va essayer de s'améliorer, mais ça, c'est un métier que vous connaissez, sur lequel on est notoire. Alors, on a essayé d'appliquer un certain nombre de choses. Une des choses importantes pour nous, c'est l'innovation. C'est que l'on pense que l'on est capable de vendre un service si non seulement il a le meilleur prix, mais si de la même manière, il représente une avancée ou une évolution ou une forme d'innovation, quelle qu'elle soit, y compris marketing. Et que si vous n'avez pas cette différenciation, vous n'allez pas générer... si vous n'avez pas à la fois le prix et cette différenciation en termes d'innovation, vous n'allez pas générer le buzz, donc vous allez vous retrouver avec des budgets publicitaires des malades, votre business va être beaucoup plus difficile. Donc on cherche toujours ces sujets-là. Donc on reste en France le seul opérateur en croissance. Si mes concurrents étaient là, ils vous diraient que c'est de notre faute qu'eux n'en aient plus, peut-être, mais nous on continue d'avoir de la croissance sur un marché qui est dynamique avec des marques fortes, une marque forte qui est la marque Free que l'on décline sous plusieurs formats, dont la marque Free Mobile. On a 5,7 millions d'abonnés au débit, je vous avouerai que je ne connaissais pas le chiffre, en croissance continue, et on a 8,6 millions d'abonnés, on continue d'avoir une croissance forte sur la téléphonie mobile. On prend à peu près 500 000 abonnés par trimestre, 2 millions d'abonnés par an. Je crois que celui qui est devant nous en nombre d'abonnés, on a 11 millions et quelques. Bon, on va essayer de le rattraper vite, comme ça il deviendra quatrième acteur, ce sera plus simple. On a doublé de taille en 4 ans. Non, comme ça, il pourra vraiment pleurer en disant « je suis un tout petit malheureux ». Nous, on sera devenu le troisième, ce sera très bien. Donc, on a doublé de taille en 4 ans. On est une société détenue majoritairement à près de 60% par les gens qui y travaillent. C'est quelque chose qui change tout. Parce que, alors j'ai cette chance sur ces 60% d'en détenir, c'est écrit visiblement un gros bout, mais c'est l'intéressement des salariés travaillant dans l'entreprise a toujours été quelque chose qui a changé le fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que pour un grand nombre de personnes qui sont chez Free, qui sont arrivées dès l'origine de chez Free, ce sont leur entreprise, ils sont chez eux, et le soir, quand on n'éteint pas l'électricité de son bureau, eh bien c'est une charge que l'on va payer. Ok, on va en payer un tout petit bout en bout de chaîne, mais on va en payer quelques parties. Alors ça a donné des très très beaux succès, cette association, puisque à l'origine de Free, on a donc des gens techniques, qui sont encore tous là, et puis des gens qui avaient un profil plus financier, plus business, qui sont partis avec tout ce que je vous dis est public, avec des fortunes entre 50 et 100 millions d'euros, en ayant été juste salariés chez Free. Et ça a toujours été quelque chose qui a servi, qui a servi de modèle pour les gens qui venaient y travailler. Je vais vous donner un autre exemple. Quand on crée Free Mobile il y a 3 ou 4 ans et qu'on va chercher une licence de téléphonie mobile, on décide de donner 5% du capital de cette entité aux gens qui vont la faire fonctionner, mais de leur donner. Alors après, on trouve le montage fiscal pour que ça se fasse bien, mais qu'ils deviennent vraiment propriétaires de 5% de cette entreprise. Et c'est-à-dire que chez Free Mobile, eh bien, vous avez 5% du capital de cette entreprise, qui va bientôt, comme je vous le disais il y a quelques secondes, devenir troisième opérateur en France, qui appartient aux salariés qui s'en occupent et qui le font fonctionner et qui sont réellement chez eux. Et ça, c'est quelque chose de différenciant par rapport à nos concurrents dans ces métiers, parce que les télécoms sont un métier qui nécessite beaucoup d'investissement. D'une manière générale, les salariés se retrouvent faiblement intéressés, et même quand il y a beaucoup de création de valeur, ils se retrouvent avec une micro-part de cet intéressement, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. On est 6500 salariés, je crois même 7000, dont un peu moins de 5000 en France, le reste est au Maroc. Pourquoi au Maroc? Simplement, alors quand vous appelez votre opérateur, vous avez toujours l'impression que tout le monde est au Maroc. Non, en général, le problème est le suivant, c'est que vous allez me dire qu'il y a une économie de coûts, oui, mais surtout vous avez des lois sociales plus souples au Maroc qui permettent de faire travailler simplement des gens le week-end et la nuit, et un opérateur, ça fonctionne 24 heures sur 24, y compris sur du support, et donc c'est plus simple. Pour nous, on y travaille, on y fait également les flux asynchrones, c'est-à-dire que si vous nous écrivez un courrier, c'est à cet endroit-là que c'est traité. Généralement, le courrier est scanné en France et est traité au Maroc, et la réponse vient du Maroc. Ça reste des salariés Free, ça reste des salariés du groupe, même s'ils sont au Maroc. 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, c'est un bon début, et une valorisation boursière de plus de 12 milliards d'euros. Si c'est écrit, c'est que ça doit être vrai. Alors, on a essayé à l'origine de partir sur le sujet, de se dire comment on peut faire marcher un opérateur
d'une manière différente. Et si j'essaie de le synthétiser, même si on ne l'a pas écrit auparavant, je vais vous donner les éléments qui font que nous sommes un opérateur différent par rapport à nos camarades. Donc, un premier élément qui est important, c'est d'essayer de comprendre, et c'est valable pour toute personne souhaitant créer une entreprise, c'est d'essayer de comprendre comment marche son marché, comment fonctionne son marché. Donc, on voit le besoin et on voit ce que l'on a à notre disposition. En 99 ou 2000, on a quelque chose qui nous paraît extrêmement clair, ou une vision, le mot est peut-être fort, mais extrêmement clair. C'est de dire que dans nos foyers, on a de l'électricité, du gaz, de l'eau, et que l'on va amener un nouveau flux. Et que ce flux, qui va avoir autant d'importance, voire plus d'importance que les autres flux, ça va être une liaison de données vers l'extérieur, que ce soit Internet ou autre chose. Mais on va vous amener chez vous une liaison de données. Et cette liaison de données, c'est important parce qu'elle doit fonctionner de manière permanente, comme vous demandez aux autres flux qui arrivent chez vous, qu'ils marchent de manière permanente. Donc il va falloir qu'ils fonctionnent toujours, et non pas comme ça marchait à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez tout juste né, mais ça faisait des drôles de bruit et ça se connectait à Internet, c'était pas très brillant, mais il fallait qu'on ait quelque chose de plus fiable et qui soit là de manière permanente. Qu'est-ce que nous permettait la technologie à l'époque? C'était soit de revendre une offre packagée de France Télécom, Orange s'appelait à l'époque France Télécom, de revendre une offre packagée de leur part, sans différenciation possible, soit d'accéder à des choses qui nous étaient permises par la dérégulation des télécoms et l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire d'accéder à la paire de cuivre qui arrive chez vous de manière passive, c'est-à-dire d'y accéder physiquement, en mettant dessus nos technologies. Et pour nous, ça nous paraissait le seul choix différenciant. En fait, si vous êtes un opérateur et que vous utilisez le réseau d'un autre, au bout d'un moment, vous ne pourrez pas vous différencier. Si vous ne pouvez pas vous différencier, vous disparaîtrez. Et ça nous paraissait évident. Donc on a pu bénéficier et accéder à ce qui s'appelle le dégroupage, c'est-à-dire accéder à la paire de cuivre, mettre des équipements à chaque bout qui soient les nôtres et se différencier. L'autre sujet qui était important, c'était de se dire c'est bien de vous amener un flux de données chez vous, mais si je vous amène l'électricité et que vous n'avez pas de lampe, vous n'avez pas d'équipement à brancher dessus, ça ne sert à rien. Et à l'époque, l'Internet, ça servait juste à faire de l'Internet, ce qui était extrêmement restreint. Et qu'est-ce que l'on s'est dit? On s'est dit il faut qu'on invente le produit, il faut qu'on invente la chose qui va permettre d'utiliser ce flux de données que l'on amène chez vous. Et les choses qui passent naturellement sur un flux de données, c'est l'Internet, ok, mais la voix, parce que la voix, c'est une succession d'informations, de données, donc on peut la faire passer sur cette paire de cuivre, et la télévision. Et en se disant, on prend tout ça, on regarde les prix du marché. Les prix du marché, c'était assez simple. La composante Internet valait à peu près, si vous vous abonniez qu'à Internet, ça valait 45 €. Si vous vous abonniez qu'au téléphone, ça vous coûtait 45 € par mois. Si vous vous abonniez à la télévision, ça coûtait 45 € également. On prend ces trois services, on les repackage en un, on crée une boîte qui fait ça et on vous vend ça 30 €. Donc vous avez à la fois de l'innovation technologique et vous avez également la différenciation marketing qui vous génère le bouche à oreille et qui fait que la France est aujourd'hui le pays le plus avancé en termes d'Internet fixe, en termes d'Internet que vous avez chez vous, et dans le même temps, le meilleur marché au monde. Je ne crois pas. On a peut-être un ou deux pays en Asie où on a des prix sensiblement équivalents, mais on a une avancée technologique énorme et des prix réellement inférieurs. Ça nous redonne une première position au monde. C'est en termes de télévision sur Internet, on est le premier. Je pense que la Chine va peut-être ou probablement nous dépasser très vite, mais on est le premier pays en termes de diffusion de télévision au travers d'Internet. Et puis, on a fait quelques années après le même raisonnement sur le mobile, parce que nos abonnés, au-delà du fixe, au-delà de chez eux, voulaient consulter Internet et d'autres formes de services en mobilité. Et donc, on a obtenu une licence de téléphonie mobile. On s'est reposé la même question, quel est le juste prix et qu'est-ce que l'on peut apporter? On le sait. Ce que vous souhaitez, ce que souhaite tout le monde, c'est ne pas savoir à s'interroger sur sa consommation. Donc c'est de l'illimité, c'est beaucoup de data et à un prix qui soit 2, 3, voire 4 fois moins cher au prix du marché et donc de faire un succès marketing qui devient un succès commercial puisque on a été l'opérateur mobile qui a été rentable le plus rapidement au monde. L'étape suivante, c'est de dire que l'on a disposé de ce réseau de France Télécom, mais notre indépendance technologique passe
par autre chose, qui est par du déploiement de la fibre optique. Aujourd'hui, on a une faible demande de la fibre optique en France. Alors, je ne suis pas devant le meilleur des publics parce que je pense que vous rêvez tous d'avoir du FTTH, de la fibre optique chez vous demain. Mais aujourd'hui, on a une faible demande en France, mais tous les acteurs déploient et à ce jour, on a investi entre 800 et 1 milliard d'euros pour déployer cette fibre optique. On a un peu moins de 200 000 abonnés, mais on sait que ça va exploser et qu'un matin, une application révolutionnaire arrivera et fait que tout le monde souhaitera la fibre optique. Une différenciation majeure et qui a des impacts pour nous en termes de charge de structure, qui est la simplicité des offres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un opérateur, classiquement, et ce qu'on va apprendre de manière marketing, que pour gagner un maximum d'argent, il doit avoir un maximum d'offres. Pourquoi? Parce que plus il a d'offres, plus il a une chance que le consommateur se trompe et paye des dépassements cachés. À partir du moment où vous avez une seule offre, vous êtes transparent et le consommateur il ne peut pas se tromper, surtout si tout est inclus. Mais ça a un impact pour nous. Ça veut dire qu'en marketing, je vais vous donner des chiffres concrets, en marketing, nous sommes 3 chez Free et Free Mobile, contre plusieurs milliers chez chacun de nos concurrents. Mais on vit avec 4 offres. On vit avec 2 offres sur la DSL et 2 offres sur le mobile. Donc avec 4 offres, avoir 4 personnes au marketing ou 3 personnes au marketing, on n'est pas si bien géré face à nos concurrents qui ont 20 000 offres et seulement 1000 personnes pour s'en occuper. Donc nos salariés doivent s'ennuyer à longueur de journée parce qu'ils ont très peu d'offres à gérer. Mais plus sérieusement, ça veut dire faire des économies sur ce coût humain qui est là, et ça veut dire dans le même temps avoir des systèmes d'information extrêmement simples. Parce que si vous avez un système d'information, un logiciel informatique destiné à gérer vos abonnés, qui vous coûte, qui est là pour gérer des milliers ou des dizaines de milliers d'offres, c'est une montagne difficilement manageable, et quand il y a un bug pour le trouver, je vous souhaite bonne chance. Nous, on avait toujours une blague, c'était de dire qu'on pouvait gérer nos abonnés sous Excel, parce que de toute manière, il y a une seule offre, c'est super simple. Si Excel pouvait nous rajouter quelques lignes possibles, un nombre maximum de lignes possible, Excel serait un très bon système d'information pour nous. Un autre élément important, c'est d'essayer de forcer ou de contraindre le marché à venir vers nous. Donc on avait lancé une mode dans le fixe, c'était la DSL à 29,99. Vous regarderez que tout le monde s'est amusé à tourner autour de ça. Quand on revient sur le marché du mobile, on refixe un prix qui est de 20 €, un price point que vous connaissez, et de la même manière, on repousse tout le marché à revenir travailler autour et la compétition à venir travailler autour de ce prix. On maintient ces prix des années, et il y a un truc très simple, c'est que vous connaissez tous les prix de Free, mais je vous mets au défi de connaître le prix de tous nos concurrents. Et de garder pendant des années le même prix en mettant toujours plus dedans est un élément différenciant qui vous permet de savoir à tout moment, avant d'acheter ce type de service, quel est le prix du compétiteur et de le connaître par cœur. Et ce maintien du prix sur des années a également été un avantage extrêmement important. Un dernier élément qui est la distribution online, c'est-à-dire qu'autant que possible, ça paraissait bizarre au début, on disait, au début des années 2000, on vend de l'Internet, mais on peut s'abonner que par Internet. Ça pouvait paraître bizarre à une époque où on équipait le pays, mais ce choix délibéré de faire de l'abonnement, d'avoir un nombre réduit d'offres, permet de faire très bien fonctionner les abonnements online, parce qu'il n'y a pas beaucoup à réfléchir, je donne mon nom, je suis abonné, synthétiquement. Donc c'est un élément de simplicité, c'est un élément de baisse de coût. On a une petite cinquantaine de magasins en France, on va en créer encore quelques-uns, mais ça reste extrêmement restreint. Il y a eu un moment où on s'est retrouvé quand même avec une problématique, c'était le fait que quand vous avez un problème et que vous voulez une carte SIM en remplacement pour votre abonnement mobile, ou si vous avez besoin d'une carte SIM tout de suite, on avait un désavantage face à nos concurrents qui ont des réseaux d'un millier de boutiques. Donc on a été inventer une machine, vous mettez votre carte bancaire, 3 minutes après, vous avez votre SIM qui arrive. On a commencé ça à déployer il y a une quinzaine de jours, on en a mis 200, on va essayer d'en mettre quelques milliers un peu partout. Mais là, on a un avantage différenciant parce que on a inventé un équipement qui rend le service mieux qu'un magasin, qui va être présent à plus d'endroits et qui est plus efficace en termes de fonctionnement et de vitesse de délivrance, parce que, objectivement, comme on en met beaucoup, il n'y a jamais la queue devant. Après, un autre élément important que l'on peut voir à 2 niveaux, c'est qu'à chaque fois que qu'on va trouver une source d'économie dans l'entreprise, on va partager cette source d'économie avec l'abonné. C'est-à-dire que cette source d'économie, plutôt que de la garder purement en marge, on va aller redistribuer à l'abonné. Ce qui nous permet régulièrement d'améliorer les offres et d'inventer des choses
différenciantes. Je vais vous donner des choses concrètes qui fonctionnent. C'est qu'à un moment, on s'est dit, pourquoi continuer de faire payer nos abonnés les appels à l'international? Et aujourd'hui, vous le savez, quand vous appelez de chez vous, la plupart du temps, et même de votre mobile, les appels vers l'international sont inclus dans votre forfait. Et ça, c'est simplement parce qu'on a fait des économies de structure, on a réussi à négocier ça et qu'on les a inclus. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Vous avez un opérateur aux États-Unis qui fait ça, vous en avez peut-être un ou deux ailleurs dans le monde, mais de pouvoir appeler l'étranger, une centaine ou 120 pays inclus dans un prix fixe de manière illimitée, ça n'existe nulle part au monde. Je vous reprends un autre exemple qui est l'intégration qu'on a commencé à faire en début d'année du roaming international. Donc aujourd'hui, si vous êtes abonné chez Free dans un forfait à 20 €, si vous allez, je ne sais pas, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Portugal, vous allez avoir votre roaming inclus vers ces pays. Et puis régulièrement, on inclut des pays. Ce qui pousse le reste du marché à faire la même chose et qui donne un avantage et une avance en termes commercial à la France par rapport à ses concurrents. Alors, on a commencé à l'évoquer, mais on essaye donc d'avoir un positionnement simple et en rupture. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les salariés qui travaillent dans l'entreprise en détiennent la majorité du capital. On a un conseil d'administration qui est indépendant, avec des membres indépendants. Ça, c'est très classique, mais ça vous permet de... On a mis ça sur mon slide pour vous rassurer qu'on est une société bien gérée. Maintenant, vous le savez. On a un mode ou une liberté de ton assumée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes dans un pays qui, d'une manière générale, au niveau de sa base, a perdu le contact avec ses élites. Et pour plein de raisons, mais notamment parce que tout ce qui est intermédiaire, et donc j'en porte une responsabilité, mais tout ce qui est intermédiaire n'a pas su faire le lien entre eux. C'est-à-dire que le travail naturel, par exemple, de la presse, on peut le voir comme ça, le travail naturel de la presse, c'est de rapprocher les élites d'un pays avec sa base. Or, avec le temps, la presse, et en tant qu'actionnaire du Monde, j'en fais le constat, la presse s'est rapprochée des élites et s'est éloignée de cette base. Et donc, vous avez une population en France qui se sent distant ou qui ne croit plus ce que peuvent dire tout ce qui représente une forme de pouvoir. Nous, on est arrivé dans ces métiers-là en ne suivant pas un chemin classique et on s'est retrouvé de manière non volontaire à l'origine à être toujours en opposition avec toute forme de pouvoir, en respectant la loi, hein, mais en étant d'une manière générale toujours le vilain ou le méchant petit canard. Et on s'est aperçu que d'une manière marketing, c'était quelque chose de parfait. Je vous le reprends d'une manière fantastique aujourd'hui. Vous avez un gouvernement qui critique l'existence de bas prix chez Free Mobile. Mais le citoyen lambda se dit, mais attendez, mes gouvernants me disent, c'est pas bien qu'on ait Free Mobile, mais moi, Free Mobile a fait économiser 7 milliards d'euros aux Français, mais moi, citoyen français, qui gagnais 300 € de pouvoir d'achat par an, qui est la seule mesure positive de pouvoir d'achat de ces 3 dernières années, comment je peux penser que ce machin-là, cet opérateur, c'est pas une bonne nouvelle? Et cette opposition nous fait et nous génère systématiquement un marketing fort. Typiquement, quand un ministre se met à nous agresser, ça nous arrive de temps en temps, eh bien, le lendemain, on sait qu'on va faire une bonne journée en abonnement. Je vous avouerai que parfois, ça nous pousse à les provoquer un peu. Donc, je vais vous prendre un exemple concret, c'est que un jour, quand on a décidé d'intégrer la 4G dans nos forfaits pour le même prix, et on s'est dit, quel est notre meilleur agent publicitaire? Alors, dans les télécoms, on a à peu près une vingtaine ou une trentaine de journalistes. En politique, ils en ont 1500. Donc, il faut mieux qu'on choisisse notre camp politique, parce qu'on n'a plus de journalistes pour parler de nous. On a un très très bon client, c'est Arnaud Montebourg. Un garçon d'une énorme qualité, un excellent agent marketing pour nous, de première classe. Et on s'est dit, bon, allons le chercher. Alors, le matin, on fait notre petit tweet. Parce que Arnaud Montebourg, quand il était dans l'opposition, avait dit qu'on était une très bonne nouvelle pour les Français, et puis après, quand il était devenu ministre de l'Industrie, trouvait qu'on était une moins bonne nouvelle pour la France. Donc, vous connaissez les politiques, dans l'opposition, ils pensent aux consommateurs, et puis après, ils pensent parfois à d'autres choses, c'est plus compliqué, ils sont aux affaires, donc c'est un peu plus complexe. Mais le matin, on s'était dit, on va faire un petit tweet à Arnaud Montebourg, et avec un peu de bol, notre agent marketing va nous répondre.
et va nous permettre de faire la meilleure des publicités. Donc à 8h ou 9h, l'avantage de Twitter, c'est qu'il y a la mémoire de tout, je fais mon petit tweet dans lequel je dis la 4G incluse dans le même prix, toujours plus pour le pouvoir d'achat des consommateurs. Bon, on est un peu déçus parce qu'à midi, Arnaud Montebourg n'a pas répondu. On se dit, on a foiré notre coup, quoi, hein, on a essayé, on a foiré notre coup. Et puis vers 14h30, je pense qu'il est rentré de déjeuner et il s'est dit qu'il ne pouvait pas laisser passer ça. Et il nous a répondu en disant, avec Free Mobile, toujours plus de destruction d'emplois. Alors, on avait préparé toutes les réponses qu'il pouvait nous faire, notamment celle-ci. Et il n'a pas de chance parce que l'arrivée de Free Mobile a créé des emplois en France. C'est le régulateur du secteur et l'INSEE qui le disent. Et donc, on lui a répondu sur le sujet. Il a été un petit peu ridicule, mais je m'excuse auprès de lui, sincèrement, hein, de l'avoir utilisé à ce moment-là. Mais ce retour et cet échange, où on lui remet dans la tête qu'il a dit une bêtise, est repris par l'ensemble des journaux et assure la communication et le marketing de notre offre 4G. Et donc, une nouvelle fois, je remercie Arnaud Montebourg. Je vous ai dit qu'on était trop au marketing, plus Arnaud Montebourg ce jour-là, ça fait 4. C'est pas nous qui le payons, c'est l'État. C'est une double bonne nouvelle. Mais l'idée, c'est toujours été comme ça, c'est donc d'utiliser tout ce que l'on pouvait utiliser en ayant une image d'opposition à un establishment dans lequel vous avez le droit de nous placer, je l'accepte malheureusement, mais dans lequel on essaye d'utiliser ces atouts ou ces forces marketing qui vont plaire. Et ça génère quelque chose d'important pour nous, c'est que ça génère une viralité, c'est-à-dire qu'on est un opérateur qui crée de la viralité. Alors, ça a un énorme avantage, c'est-à-dire que si vous demandez à des gens autour de vous chez qui on doit s'abonner, ils vont vous répondre free. C'est un énorme défaut, c'est qu'au moindre petit problème, les gens qui vous ont adoré se mettent avec la même force et la même puissance à vous détester. Donc on a ce sujet extrêmement complexe à gérer, donc il faut essayer d'avoir le moins de problèmes possible parce que tout problème prend des ampleurs fantastiques. Je vous prends un exemple concret. Une panne chez Free Mobile d'une demi-heure. C'est la une du Figaro le lendemain. Une panne un samedi entier de SFR, pas d'article. Donc il faut qu'on fasse gaffe parce qu'on est plus regardé, mais d'une manière générale, c'est un avantage fort. À côté de ça, mais vous n'en douterez pas, on a une agressivité commerciale systématique forte et quand on a une bonne idée, on n'hésite pas à l'utiliser ou d'avoir des images différentes sans avoir peur d'abîmer le produit. Je sais que d'une manière marketing ou dans les entreprises ayant des marques fortes, on a toujours peur de faire une bêtise et d'abîmer la marque. Nous, on a un code de marque, on essaye de s'y tenir, mais après, on est prêt à tester des choses et puis si on fait une bêtise, on fait une bêtise et on fera demi-tour. Alors, après avoir vu l'extérieur, il est intéressant de regarder comment on fonctionne à l'intérieur et quel est notre mode de fonctionnement. Le premier élément, c'est de tout faire nous-mêmes. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais c'est de se dire, si on ne comprend pas notre métier ou si on ne sait pas notre métier, on n'est pas légitime à le faire. On est parfois entouré de concurrents qui ne sont pas gérés par les gens qui sont dans l'entreprise, mais où tout est fait par des consultants externes. Encore une fois, et si un jour vous souhaiterez créer une entreprise, la chose la plus importante, c'est de connaître votre marché. Si c'est un consultant qui doit vous dire ce que vous devez faire, soit intégrer les consultants et donnez-leur la direction de l'entreprise, première solution, soit apprenez, mais faites quelque chose. Vous ne pouvez pas créer une entreprise dans un marché que vous ne connaissez pas et que vous ne maîtrisez pas. Et donc notre volonté, c'est d'internaliser tout. Et ça va très loin, ça veut dire internaliser nos centres d'appel, ça veut dire que nous achetons aucun logiciel au-delà de l'entreprise. Il y a la société Microsoft qui trouve toujours très bizarre qu'avec environ 6000 salariés, on n'ait qu'une centaine de licences Microsoft Windows. Et oui, il existe d'autres systèmes d'exploitation et on essaye de les utiliser, de les maîtriser. Ça veut dire créer la totalité de nos outils, la totalité de nos systèmes d'information. Tout est fait en interne et on a des équipes pour faire ça et on a une maîtrise totale du fonctionnement. On essaye en permanence de se concentrer sur l'essentiel. Vous l'avez vu avec le nombre d'offres que nous avons. C'est-à-dire que les gens sont parfois déçus en nous disant « est-ce qu'on pourrait faire ça ensemble ?» On ne sait pas faire. On sait faire nos métiers, rien que nos métiers. Dès que l'on en sort, on ne sait plus faire. On n'est pas bon. Donc on est extrêmement focus sur ce que l'on fait. On est souvent éloigné de la règle des 80-20. Ce n'est pas ce qui se passe chez nous. On essaye de faire une règle des 100-100, c'est-à-dire qu'on se concentre à 100% sur un truc et on fait que ces 100% là qui sont là. Et puis, on est une entreprise. Et une entreprise, elle se différencie sur un marché par ses résultats. Et pour faire des résultats,
il faut faire extrêmement attention sur ses coûts et ses charges. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous, c'est vraiment quelque chose de différenciant. Ça se passe chez Free, d'une manière générale, et chez toutes les entreprises dans lesquelles on peut investir et où on peut avoir le contrôle, mais c'est vraiment ce contrôle permanent des coûts va extrêmement loin et pousse chacun d'entre nous à être responsabilisé sur les achats. Alors ça peut choquer que je valide encore des factures ou que je vérifie les factures, je valide les achats et que je valide les factures dès qu'une dépense dépasse les 1 000 euros. C'est un peu moins de 4 milliards, on fera cette année autour de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est extrêmement important parce que la connaissance de ces coûts est extrêmement motivante. Et puis on sait, en étant tous associés dans l'entreprise, c'est qu'au bout, le résultat de l'entreprise, c'est-à-dire notre argent, dépendra de ce contrôle des coûts. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. On a peu d'échelons hiérarchiques, on a une structure très horizontale. La personne qui accueille nos visiteurs, on est à Paris dans le 8e arrondissement, on a un immeuble de, 25 000 m². La personne qui est à l'accueil dépend directement du PDG de l'entreprise. Je n'en suis pas le PDG, mais on a des échelons extrêmement courts de fonctionnement. On a un fonctionnement qui est un petit peu original. On est 6 dirigeants. On prend à la majorité de ces 6. C'est un nom pair, c'est pas toujours facile, mais on essaie de prendre à la majorité de ces personnes les choix. On essaye de faire très peu de réunions, un minimum de rendez-vous. Moi, j'essaye de ne pas avoir plus de 3-4 rendez-vous par semaine. On fonctionne par mail, 3-4 rendez-vous avec des tiers extérieurs et une réunion interne au minimum. On essaye de faire des choses drôles, des réunions debout, parce que l'avantage de la réunion debout, c'est que ça va vite, parce qu'au bout d'un moment, tout le monde en a marre et a envie de s'asseoir. On a des petites idées comme ça, on essaye de mettre en place des idées originales pour faire avancer des choses ou avoir des choses actives, efficaces, et que chacun se retrouve à son poste et essayer de faire son bureau. On ne fait pas de prosélytisme, je vous explique juste comment on fonctionne. Il y a des grandes entreprises partout dans le monde qui fonctionnent en faisant des choses différentes, et encore une fois, c'est ce que l'on fait chez nous. Je ne suis pas sûr, ou je ne sais pas si c'est la bonne méthode de fonctionnement, mais c'est la nôtre. On est tous en open space, je partage mon bureau avec mes camarades dirigeants de cette entreprise, c'est assez sympathique, et on passe notre temps à échanger des emails. Je dois avoir 1500 à 2000 emails par jour. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup. Oui, mais non, parce qu'en fait, je ne finis que par faire des emails. Ça peut vous paraître peu ouvert, mais c'est mon mode de fonctionnement. Et à mon âge, c'est fini pour changer. J'en ai peur. On essaye d'avoir des salariés jeunes et motivés. On a un regard sur le diplôme assez restreint. On a une chose qui est importante pour nous, c'est est-ce que les personnes qui sont là savent faire ce qu'on leur demande de faire. C'est ça la chose la plus importante. Donc on a des gens qui peuvent faire le même travail en sortant de Polytechnique ou en n'ayant pas le bac. Si sur le sujet donné précis sur lequel on souhaite qu'ils soient, ils aient l'expérience, ou plus que l'expérience, le savoir-faire nécessaire pour le faire. On adore embaucher des jeunes parce qu'ils ne sont pas passés dans d'autres entreprises et ça nous permet vraiment de les faire fonctionner dans un mode de fonctionnement qui nous correspond et dans lequel on est confortable. Un sous-staffing systématique, ça veut dire que si on n'est pas débordé, c'est qu'on n'a pas de boulot. Donc on essaye que tout le monde soit débordé de manière permanente. Il n'y a rien de plus agréable pour un chef d'entreprise de venir se promener dans son entreprise à 22 ou 23 heures et de voir tout le monde travailler. Mais je suis sûr que des tonnes de gens viendront vous voir ici en vous disant le contraire et que travailler après 19 heures, ce n'est pas productif. Ils ont sûrement raison. Et puis, pour que ça fonctionne et que le projet d'entreprise marche, un intéressement, c'est-à-dire des salaires plutôt en bas, on vous met raisonnable, mais plutôt un peu en dessous de la moyenne de ce secteur, mais des intéressements directs, significatifs, qui permettent aux gens d'être réellement associés à la réussite de l'entreprise, en jouant toujours avec les lois fiscales, parce que les lois fiscales n'aident pas à l'intéressement, malheureusement, en France, des salariés. Donc toujours essayer d'avoir des idées originales d'intéressement des salariés. Ça ne veut pas dire seulement l'intéressement de quelques dirigeants, mais un intéressement plus large qui fait que la dame dont je vous parlais tout à l'heure, qui accueille les gens chez Free ou chez Iliad, a un salaire, je ne sais pas, autour de 2000 € par mois, mais paye l'ISF. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais nous, on trouve que c'est un modèle de fonctionnement qui est bien. Elle est là depuis 12 ans. Elle ne nous a peut-être pas apporté autant qu'elle a pu gagner, mais elle nous a apporté beaucoup. Et on est ravis avec ça. Alors, que retenir du modèle Iliad ? Je crois que c'est simplement le résumé de ce qu'on a pu dire avant. Il y a un élément qui
qui me paraît important plus que tous les autres, c'est d'essayer de se dire que la reproduction d'un modèle existant n'est pas la meilleure chose. Que si on veut être bien dans une entreprise, ou si on veut créer une entreprise, ou si on veut inventer quelque chose, s'il s'agit de copier des modèles existants ou des choses existantes, ça ne sera pas différenciant. On pourra mieux gérer, peut-être améliorer un petit peu quelque chose, mais on n'ira pas loin. Il faut à un moment être capable, sur un secteur donné, de remettre en cause les choses et de les inventer. Et ça peut se passer dans toute forme d'entreprise. J'ai parlé hier avec un jeune qui a créé une entreprise. Qu'est-ce que c'est son sujet? Son sujet, c'est un sujet connu, vous l'avez vu dans la presse, c'est de dire l'optique est trop chère en France, on a des gens qui abusent de cette situation, potentiellement, en tout cas c'est décrit comme ça, et ces gens vendent des lunettes 450, 500 euros. Lui, il a fait le raisonnement, il s'est dit, mais combien ça coûte réellement de produire une paire de lunettes? De produire une paire de lunettes, si on est intelligent, ça coûte 5 euros, 6 euros. OK. Derrière, de la même manière, pourquoi j'attends 3 heures ou plusieurs jours pour avoir ma paire de lunettes tout de suite? Mais parce que la machine, l'opticien chez lequel vous avez, n'a pas la machine pour le fabriquer et le sous-traite ailleurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté cette machine qui est très chère. Il s'est dit, moi, un coefficient normal, c'est un petit truc, et il va casser les prix de l'optique en allant vendre de la lunette, je ne sais pas, à 10, 15, 20 euros, mais en allant réellement, en rendant la lunette à un prix accessible. Mais s'il avait pris le fonctionnement normal de l'opticien lambda, il ne sait pas faire ça. Il va sous-traiter, il va acheter aux grands distributeurs, il ne va pas s'interroger sur son métier. Mais en connaissant son métier, en apprenant son métier, il va changer ce métier et il va apporter quelque chose de nouveau. Et son projet, c'est de vendre en une journée dans un magasin ce que vend un opticien classique en un an. C'est ça son sujet. Mais parce qu'il met tout en œuvre, il va fonctionner, il va marcher. Il a 25 ans, il n'a pas fait d'études, il n'a aucun diplôme, mais il a essayé de réfléchir à un marché qui est son marché, de le changer sans prendre les règles et les habitudes des autres et en repartant de zéro. Et regardez, je pense que comme je crois qu'il annonce ça, enfin comme je ne crois pas, il annonce ça ce matin, je pense que vous allez voir, on en parlera j'espère demain dans la presse, mais vous allez voir toutes les choses qu'il a pu mettre en œuvre, inventer, de changeants, qui apportent un changement, une différenciation. Et ça, c'est vraiment important. Si un jour, que vous soyez dans une grande entreprise, dans une petite entreprise, ou vous soyez créateur de votre propre entreprise, n'essayez pas de renouveler, de reproduire un modèle existant. Repartez du sujet et créez-le. Et ça, c'est toujours ce qui a été fait chez Free et ce qui a apporté le succès de Free. Je vous citais tout à l'heure les bornes de distribution de cartes SIM. C'est une idée nouvelle qui n'a pas été pensée. C'est simple, c'est basique comme idée. Mais c'est une idée nouvelle qui n'a pas été pensée parce que le fonctionnement classique que l'on avait commencé à faire chez Free, c'est de créer ces magasins. Parce que tout le monde fait ça, donc ça doit marcher. Et ça, c'est la mauvaise solution. La bonne solution, c'est d'essayer de repenser le sujet et de voir comment on peut faire quelque chose de différent. Je suis à votre disposition pour parler de ce que vous voulez, comme vous voulez, de manière plus ludique. Merci.